Bismillah. Elle refusait de l'épouser. Incrédule, Malcolm Richard Sinclair, comte de Ravenwood, resta muet de stupeur. Puis une colère froide l'envahit. Pour qui se prend-elle fulmina-t-il en son fort intérieur. Malheureusement, il ne pouvait le lui demander. La demoiselle avait jugé bon de s'éclipser, laissant à son grand-père le soin de lui annoncer la nouvelle. Ventre bleu, grogna Lord Doring, visiblement mal à l'aise. Cela ne me plaît pas non plus. Figurez-vous, mais Sophie n'est plus une gamine. Autrefois, elle était docile, obéissante, toujours prête à rendre service, mais elle a 23 ans maintenant. Et depuis quelque temps, elle est devenue très volontaire. C'est parfois contrariant, mais que voulez-vous, à son âge? Justement, riposta Malcolm, j'aurais cru qu'elle se montrerait raisonnable et plus accommodante qu'une petite sotte à peine sortie du couvent. Mais, bredouilla Lord Doring, de plus en plus cramoisi, Sophie n'a rien d'une écervelée, je vous assure. Jamais un caprice, pas une crise de nerfs. Au contraire, elle est facile à vivre, conciliante. Un modèle de modestie et de grâce féminine. Vraiment, releva Malcolm avec sécheresse. Tout à fait, monsieur le comte, insista Lord Doring. Son visage s'éclaira. À la mort de notre plus jeune fils et de son épouse, il y a quelques années, c'est elle qui a soutenu sa grand-mère tout au long de cette épreuve. Sophie a perdu ses parents à 17 ans dans un naufrage et elle est venue s'installer chez nous avec sa sœur. Vous vous souvenez? Lord Doring s'éclaircit la gorge avant de continuer. À moins que cela ne vous ait échappé, vous aviez d'autres chats à fouetter à l'époque. Doux euphémisme pour Élisabeth, la belle tigresse qui le tenait alors entre ses griffes. Si votre petite fille est-elle que vous la décrivez, sentait à Malcolm, pourquoi n'avez-vous pas su la convaincre d'accepter mon offre? Doring fronça ses épais sourcils en bataille. D'après sa grand-mère, tout est de ma faute. Il paraît que j'aurais dû surveiller ses lectures, mais si vous croyez que c'est facile, elle est rebelle à toute censure. Il n'est pas encore né celui qui lui dictera sa conduite. Encore un peu de Bordeaux, Ravenwood. Volontiers, oui, déclara le comte en s'efforçant de garder son calme. Je ne vous suis pas très bien, je vous l'avoue. Quel rapport entre les livres de Sophie et son refus? Vous connaissez les jeunes filles, marmonna Doring en vidant son verre, le teint de plus en plus rouge. Elle se monte facilement la tête. Après la mort de sa sœur, il y a 3 ans, je n'ai pas voulu la brusquer. Nous avons beaucoup d'affection pour elle, ma femme et moi. C'est une jeune fille très sensée. Quelle mouche l'a piquée, je n'en ai aucune idée. Je suis certain qu'elle reviendrait sur sa décision si vous lui laissez le temps de la réflexion. Pardon? Ravenwood haussa un sourcil franchement sarcastique. Vous avez tout de même précipité les événements. Même mon épouse le reconnaît. À la campagne, on ne mène pas ça aussi rondement qu'à la ville. Et puis les femmes, vous savez, même les plus raisonnables sont d'incurables romantiques. Lord Doring lui jeta un coup d'œil plein d'espoir et ajouta. Pourriez-vous lui accorder un délai supplémentaire? Je voudrais d'abord m'entretenir avec elle. Je vous ai déjà expliqué, monsieur le comte. Sophie est sortie à cheval, répliqua Lord Doring, presque suppléant. Le mercredi, elle se rend toujours chez la vieille Bess. J'ai bien compris, mais elle savait que je me présenterais à 3 heures, je présume. Lord Doring étouffa une quinte de tout. Il me semble, elle aura oublié sans doute. Sophie est parfois si étourdie. Il lança un regard à la pendule, mais elle sera de retour à 4h30 au plus tard. Malheureusement, je ne peux attendre, coupa Malcolm en se redressant. Vous seriez bien inspiré de l'avertir que je ne suis pas un homme patient. J'espérais régler cette affaire aujourd'hui même. Pour elle, tout est dit, j'en ai bien peur. Eh bien, détrompez-la de ma part. Je reviendrai demain à la même heure, prévenez-la, et qu'elle soit présente cette fois-ci. Bien entendu, Ravenwood, vous pouvez compter sur moi. J'espère que Sophie est tellement imprévisible, parfois. Elle est libre de ses allées et venues, vous savez. C'est pourtant simple. Ne lui laissez pas la bride sur le cou. Vous êtes son tuteur, non? Doring hocha la tête sans conviction. Malcolm sortit de la bibliothèque en 3 enjambées et s'engagea dans un vestibule étroit et sombre, où l'attendait le majordome. Sa livrée usée était à l'image du délabrement général de la vieille demeure. Le comte prit ses gants et son chapeau d'un geste impatient et quitta les lieux aussitôt, laissant derrière lui l'écho lugubre de ses bottes sur la dalle de pierre. Malcolm regrettait déjà le temps qu'il avait consacré à se préparer pour cette entrevue décevante. Dire qu'il était venu en carrosse pour donner un peu de solennité à l'événement. Il aurait mieux fait de rejoindre Chesley Court à cheval, ce qui lui aurait permis de visiter ses fermes au retour.
Maintenant, il avait perdu un après-midi entier. Au château, lança-t-il en grimpant dans sa voiture. Le cocher vêtu aux couleurs vert et or des Ravenwood brandit son fouet à l'instant même où la portière claquait et le superbe équipage s'élança. Visiblement, le comte n'était pas d'humeur à flâner sur les routes de campagne. Malcolm se renversa contre les coussins en croisant les bras, tâchant de dominer son agacement. S'il s'était attendu à un refus, Sophie tenait là une occasion inespérée et personne ne l'ignorait. Surtout pas ses grands-parents. Lady Doring avait failli s'évanouir quand Malcolm avait demandé la main de sa pupille, quelques jours auparavant. La demoiselle avait largement dépassé l'âge où les jeunes filles reçoivent des offres aussi avantageuses. Bref, c'était la Providence qui leur envoyait Ravenwood. Mais Sophie avait refusé. Le comte eut un rictus sardonique tandis qu'il imaginait la scène. Doring, bredouillant lamentablement, incapable d'imposer sa volonté, et Lady Doring au bord du malaise, son flacon de sel à la main. Voilà comment la petite fille, aux déplorables lectures, avait pris le dessus. Mais le mystère restait entier. Pourquoi cette petite dinde n'avait-elle pas saisi sa chance et ne lui offrait pas moins que de l'installer au château de Ravenwood? Une fille de la noblesse campagnarde, tout juste jolie et chichement dotée, ne pouvait rien espérer de plus. Dans quels ouvrages s'était-elle donc plongée? Bah, aucun rapport. En réalité, le responsable de ce désastre était sans doute Lord Doring et sa coupable indulgence pour l'orpheline. Les femmes abusent toujours de la faiblesse des hommes. Quant à son âge, Malcolm y avait d'abord vu un atout. Sa première épouse était jeune, emportée, invivable. Il avait subi assez de caprices, de scènes et de crises de nerfs pour une vie entière. Et s'était donc imaginé qu'une fiancée plus mûre serait également plus équilibrée, moins exigeante et pleine de gratitude. Sans compter que les beaux partis étaient plutôt rares à la campagne. Du reste, même à la ville, les soupirants ne se seraient pas bousculés autour de Sophie. Les libertins du grand monde, fins connaisseurs de femmes comme de chevaux de course, ne lui auraient même pas accordé un regard. Les dames de l'aristocratie cultivaient les extrêmes, une chevelure noire ou blonde comme les blés, un profil grec et la perfection glacée d'une déesse antique. Tels étaient les canons de la beauté. Or, même si les boucles fauves de Sophie prenaient de fascinants reflets cuivrés, des mèches indisciplinées s'échappaient toujours de ses chignons les plus serrés, défiant épingles et chapeaux. Pourtant, méditait Malcolm, son petit nez retroussé et son sourire chaleureux ne manquait pas de charme. Avec elle, le devoir conjugal n'aurait rien d'une corvée. Il songea encore à ses yeux d'un admirable turquoise pailleté d'or. Elle tenait là une belle arme de séduction, mais comme Malcolm l'avait noté avec soulagement, elle dédaignait les artifices des coquettes. Elle le regardait franchement. Par exemple, au lieu de l'épier derrière l'épais rideau de Cécile, excellent. Dans ces conditions, elle resterait toujours novice dans l'art du mensonge, à démêler les traces de vérité enfouies parmi les faux prétextes que lui débitait Élisabeth. Malcolm avait cru devenir fou. Sophie était mince et les robes à taille haute qui faisaient fureur lui allaient ravir. Leur coupe mettait en valeur ses seins plutôt menus sans ternir son rayonnement. Malcolm y avait été sensible dès le départ. Il ne voulait pas d'une épouse délicate à la santé fragile qui serait incapable de lui donner des fils. Malcolm soupira. Il avait estimé les atouts physiques de Sophie à leur juste valeur, mais certains aspects de sa personnalité lui avaient échappé. Ainsi, derrière une façade de docilité se cachait un orgueil indompté. En effet, à quoi d'autre attribuer son indifférence à une offre si généreuse? Ses grands-parents, visiblement accablés, étaient dépassés par tant d'obstination. Malcolm ne pouvait compter sur eux pour sauver la situation, il s'en chargerait donc lui-même. Quand le carrosse s'immobilisa au pied des deux torsades de l'imposant escalier de pierre qui flanquait l'entrée du château, sa décision était prise. Il gravit les marches d'un pas rapide tout en distribuant ses ordres aux serviteurs qui s'affairaient autour de lui. Prévenez les écuries, je veux qu'Ange soit scellé dans 20 minutes. Le majordome s'inclina et transmit le message à un valet qui partit en courant. Malcolm traversa le hall d'allées de marbre noir et blanc, sans un regard pour le somptueux décor qui l'entourait. Le château avait perdu tout attrait pour lui depuis son mariage avec Élisabeth. Autrefois, la demeure ancestrale où il était né, et son père avant lui inspirait la même fierté que ses terres. Mais aujourd'hui, il ne pouvait y pénétrer sans penser aux amants qu'Élisabeth y avait invités.
Le domaine cependant restait intact. Aucune représentante du sexe faible ne souillerait jamais les champs fertiles et verdoyants de Ravenswood. La terre est loyale, fidèle, féconde, et pour préserver son patrimoine et le transmettre à des héritiers, Malcolm était prêt à sacrifice suprême, se remarier. Peut-être qu'une autre présence féminine effacerait le souvenir d'Élisabeth au château, tout particulièrement dans la chambre qu'elle avait choisie. Avec son décor exotique et chargé, il y régnait une atmosphère sensuelle et oppressante. Malcolm n'y avait pas remis les pieds depuis le décès. Il était au moins certain d'une chose, la leçon avait porté, il ne commettrait pas deux fois les mêmes erreurs, jamais plus, et ne se laisserait prendre comme une mouche dans une toile d'araignée. 15 minutes plus tard, Malcolm émergeait de sa chambre en tenue d'équitation. Comme prévu, Ange, un superbe étalon noir, l'attendait en piaffant dans la cour. Nul au château n'osait contrarier le comte, autant provoquer le diable, allait Lana. Malcolm sauta souplement en selle et le valet qui tenait les mêmes rênes s'écarta précipitamment. Ange se cabra, ses muscles puissants roulant sous la robe d'ébène, et un instant plus tard, l'animal s'élançait, soumis à la poigne de son maître. Il interceptait Sophie avant qu'elle ne rentre chez elle. Depuis la massure de la vieille Bess, Malcolm imaginait sans peine quel raccourci elle emprunterait jusqu'à Chesley Court. Elle couperait par ses terres en contournant l'étang. Un de ces jours, il va se tuer à cheval, marmonna le valet. Aucun risque, répliqua l'autre serviteur en crachant sur le pavé. Monsieur le comte monte comme un dieu. Je me demande combien de temps il va rester au château avant de repartir à Londres. D'après la cuisinière, il est venu pour se marier. Pareil que la petite fille de Lord Doring lui a tapé dans l'œil. Cette fois-ci, il veut une demoiselle de la campagne, une gentille fille qui ne lui gâchera pas la vie. Évidemment, ça se comprend. Après l'autre catin, chat échaudé craint l'eau froide. On raconte que c'est à cause d'elle qu'il est devenu si mauvais. Sûrement. N'empêche que je plains mademoiselle Sophie. Elle est si bonne. Tu te souviens l'hiver dernier, quand elle a soigné ma mère avec des herbes? La toux l'aurait emporté sinon. Elle lui a sauvé la vie. Mademoiselle Sophie a décroché un compte, tout de même, soulignait le serviteur. Peut-être bien, mais elle risque de le payer cher. Assise sur un banc devant le cottage au toit de chaume, Sophie enveloppait soigneusement des feuilles de sauge dans un sac. Puis elle ajouta quelques plantes médicinales qui lui manquaient à Chesley Court. Du tilleul, de la belladone, du thym, de la digitale, de la menthe et du pavot. Ceci devrait me suffire pour les 2 mois à venir, déclara-t-elle à la vieille Bess en s'essuyant les mains. Elle se redressa sans se préoccuper de la tache d'herbe qui ornait son amazone de laine bleue. Vous ferez bien attention, mademoiselle Sophie. Si jamais vous donnez une infusion de pavot à votre grand-mère pour ses rhumatismes, il est très fort cette année. Entendu, acquiesça Sophie en contemplant la guérisseuse au visage ridé comme une pomme. Je diminuerai les doses. Et vous-même, Bess, comment allez-vous? N'avez-vous besoin de rien? Bess parcourut son jardin et sa maison vétuste d'un regard serein. Non, mon enfant, j'ai ce qu'il me faut. Comme toujours, vous avez bien de la chance de trouver tant de satisfaction dans la vie. Votre tour viendra si vous le voulez vraiment. Le sourire de Sophie s'évanouit. Peut-être, mais j'ai d'abord un devoir à accomplir. Bess hocha la tête, ses yeux bleus pâles emplis de tristesse. Je croyais que vous aviez surmonté votre désir de vengeance, mon enfant, que vous aviez renoncé à remuer les cendres du passé. Il y a du nouveau, Bess. Sophie se dirigea vers le coin du cottage où l'attendait danseur. Son cheval, puis elle précisa. Je tiens peut-être un moyen de châtier le coupable. Si vous avez pour 2 sous de bon sens, suivez mes conseils et oubliez cette triste histoire. Votre sœur est morte et enterrée. Dieu est son âme. Vous ne pouvez plus rien pour elle aujourd'hui. Pensez plutôt à vous. D'après ce que j'ai entendu dire, vous avez une affaire plus urgente à traiter, conclut Bess avec un sourire édenté. Sophie, qui se débattait avec son chapeau récalcitrant, lui jeta un coup d'œil pénétrant. Toujours au courant des potins du village, n'est-ce pas? Ainsi on raconte que le diable en personne m'a demandé un mariage. Il n'y a que les commères pour le surnommer ainsi. Moi, je m'intéresse aux faits. Est-ce exact? Qu'il complote avec Satan. Allez, Lana. Oh oui, Bess, j'en mettrai ma main au feu. Je n'ai jamais rencontré tant d'arrogance ni de morque. Bess secoua la tête d'un geste impatient. Vous a-t-il offert son nom, Sophie? Oui. Et quand lui donnerez-vous la réponse?
Sophie haussa les épaules, renonçant à redresser son chapeau. C'est grand-père qui s'en charge. Il doit recevoir le comte cet après-midi à 3 heures. Bess s'immobilisa, une grimace de stupéfaction sur le visage. Aujourd'hui, et vous êtes venu ici choisir des simples comme si de rien n'était. Pourquoi ces enfantillages? Vous devriez être chez vous à l'heure qu'il est, paré de vos plus beaux atours. Grand-père n'a pas besoin de moi pour l'envoyer au diable. Allez, Nana. Quoi, Sophie? Mon enfant, ne me dites pas que vous l'avez repoussé. Sophie lui adressa un sourire tout en saisissant les rênes de son cheval B. Mais si. Elle déposa les précieux paquets dans ses sacoches et se prépara à monter. Impossible. Votre grand-père n'est quand même pas devenu gâteux. Il sait très bien que vous ne recevrez jamais meilleure proposition. Je n'en suis pas si sûre, rétorqua Sophie. Tout dépend naturellement de ce que vous entendez par meilleure proposition. Bess plissa les yeux. Avez-vous peur du comte, mon enfant? Je vous imaginais trop sensé pour ajouter foi au ragot qui circule au village. Pas à tous, mais à une bonne moitié, précisa Sophie en se hissant en selle. Sophie arrangea ses jupes pour plus de confort. Elle ne montait pas en Amazone malgré les règles de bienséance. À la campagne, les usages étaient plus souples. Une fois l'étoffe déployée sans doute dans toute son ampleur, seule dépassait la pointe de ses bottines, la décence était sauve. Bess agrippa les rênes et plongea un regard inquisiteur dans les yeux de la jeune fille. Vous ne croyez pas qu'il a noyé sa femme dans les temps de Ravenwood, n'est-ce pas? Non, soupira Sophie. Ou plutôt, elle préférait ne pas y penser. Dieu merci. De toute manière, personne n'aurait songé à le lui reprocher. C'est vrai, concéda Sophie. Alors je ne comprends pas, et je n'aime pas beaucoup cette lueur dans vos yeux, mademoiselle Sophie. Elle n'augure rien de bon. Qu'est-ce que vous mijotez? Eh bien, pour le moment, je vais rentrer et ranger les herbes que vous avez eu la gentillesse de me donner. Grand-père est à nouveau taquiné par sa goutte, et je dois lui préparer sa décoction favorite. Ma petite Sophie, allez-vous vous entêter dans ce refus? Non, reconnut la jeune fille avec franchise. Tranquillisez-vous. S'il persévère, il aura gain de cause, mais à mes conditions. Ah, j'y suis, s'exclama Bess, les yeux écarquillés. Vous avez encore lu ces livres sur les droits des femmes, n'est-ce pas? Allons, mon enfant, soyez raisonnable. Ne jouez pas au plus fin avec le comte. Il ne se laissera pas mener par le bout du nez comme Lord Doring. Ce sont deux hommes bien différents. Nous serons au moins d'accord sur ce point, conclut Sophie en reprenant les rênes. Mais ne vous inquiétez pas mon sujet. Je sais où je vais. D'un vigoureux coup de talon, elle lança alors sa monture au petit trot avec un dernier signe de la main. Espérant, murmura la vieille entre ses dents. Mais quand on s'amuse avec le feu. Sophie se dirigea vers le bois sans même guider son cheval. Il avait si souvent emprunté ce raccourci par le domaine de Ravenwood que Dancer connaissait l'itinéraire par cœur. Ses pensées vagabondes la ramenèrent très vite à Chesley Court, où devait l'attendre un grand-père effondré. Elle n'imaginait que trop bien la scène. Le matin même, Lady Doring s'était alitée, gardant une collection de sel et de fortifiants à portée de main. Lord Doring, à qui revenait la pénible mission d'affronter Ravenwood, se consolait sans doute avec une bouteille de Bordeaux. Quant au personnel, il devait être morose. Sans un contrat de mariage avantageux capable de renflouer les Doring, les serviteurs ne pouvaient espérer une pension pour leurs vieux jours. Sophie n'attendait donc aucun appui dans la maisonnée. Quelles que soient les rumeurs et les sombres histoires qui couraient sur son compte, Ravenwood demeurait un aristocrate riche et puissant. Il était propriétaire de presque toutes les terres avoisinantes de le Hampshire et de 3 ou 4 domaines dans d'autres comtés, sans oublier une somptueuse villa à Londres. Pour les villageois, il gérait bien ses terres et ses gens. Dans le pays, c'était très important. Ses employés n'avaient pas à se plaindre pourvu qu'ils obéissent aux ordres. Bien sûr, il avait ses défauts. Tout le monde en convenait. Mais il était équitable et s'intéressait de près aux cultures. Il avait peut-être tué sa femme, mais au moins, il n'avait pas perdu son héritage au jeu. Ils peuvent toujours se montrer charitables. C'est facile pour eux, médite Sophie. Moi, il faut que je l'épouse. Son regard tomba machinalement sur les froides eaux sombres de l'étang de Ravenwood qui étincelaient à travers le sous-bois. Ici et là, des glaçons flottaient encore, même si la neige avait presque fondu sur les berges. Le fond de l'air gardait un piquant hivernal. Sophie frissonna et Dancer hennit doucement surpris. Elle se pencha pour lui flatter l'encolure, mais interrompit brusquement son geste.
Une brise glaciale agita les branches et Sophie trembla de nouveau, saisie moins par la fraîcheur printanière que par la vision d'un étalon noir qui se frayait un chemin entre les arbres dénudés. Son cœur battit plus vite, comme toujours lorsqu'elle se trouvait en présence du comte. Après tout, elle était amoureuse de lui depuis leur première rencontre, lors de ses 18 ans, mais à l'époque il n'avait Dieu que pour Élisabeth, son ensorcelante épouse. Qu'est-ce qu'un premier amour de jeune fille? Un feu de paille, destiné à s'éteindre aussi vite qu'il s'enflamme. Et pourtant, cette passion n'était pas morte. Même quand Sophie s'était rendue à l'évidence, elle n'avait aucune chance d'attirer son attention. Au fil des ans, le coup de foudre s'était mué en un sentiment plus profond, plus intense. Sophie avait senti en lui une force tranquille, un orgueil inné, une intégrité qui n'appartiennent qu'à la vraie noblesse de l'âme, avec ou sans titre. Quand sa fascination pour Élisabeth avait laissé place à la souffrance et à la fureur, elle aurait aimé le réconforter, lui rendre sa joie de vivre. Mais le comte était resté hors d'atteinte. Ensuite, il était parti à la guerre sous les ordres de Wellington pour oublier son chagrin. À son retour, il n'était plus le même, dissimulant toute émotion derrière un masque de froideur. Plus rien ne semblait le concerner, sauf ses terres. Cet étalon noir lui convient à merveille, songea Sophie en appréciant l'humour avec lequel le comte avait choisi son nom. Cet ange, à la robe ténébreuse, ne pouvait appartenir qu'à un homme de l'ombre et paraissait faire corps avec son cavalier. Ravenwood était d'une haute stature et tout en muscles. Les yeux de Sophie tombèrent machinalement sur ses mains, grandes, puissantes. Elles auraient facilement étranglé une épouse volage, comme le prétendaient certains. Il n'avait pas besoin des épaulettes en vogue à Londres pour exagérer sa carrure impressionnante et une culotte de cheval moulait ses longues cuisses nerveuses. Pourtant, quelle que soit son élégance naturelle, le meilleur tailleur de la capitale n'aurait pu effacer la sévérité de son allure. Il avait les cheveux aussi noirs que la robe de sa monture, et ses yeux étincelaient d'un vert satanique, comme ceux de ses ancêtres. Il avait la froide pureté des émeraudes de la famille, et cette étrange coïncidence les entourait d'une crainte superstitieuse. Cependant, Sophie avait d'autres raisons de se troubler. Elle sentait le comte évaluer secrètement le prix de son âme. Comment réagirait-il quand il le connaîtrait? Elle immobilisa son cheval, repoussa la plume de son chapeau venu lui chatouiller la paupière et adressa au nouveau venu sa meilleure imitation des sourires gracieux. Bonjour, monsieur le comte, quelle surprise de vous rencontrer ici. L'étalon se figea dans un trépignement et Ravenwood resta quelques minutes à la considérer sans la moindre indulgence. Que trouvez-vous donc si étonnant, mademoiselle? Après tout, je suis chez moi. Je savais que vous étiez chez la vieille Bess et j'avais deviné que vous prendriez ce raccourci. Très astucieux, monsieur le comte. Pure déduction logique. J'admire profondément ce type de raisonnement. Vous n'ignorez pas que nous avions une affaire à conclure aujourd'hui, ni que je suis pressé d'en finir. Tout compte fait, je ne vois rien d'insolite à ce que nos chemins se croisent. J'aurais même tendance à penser que vous l'avez prémédité, conclut Ravenwood d'une voix doucereuse. Sophie referma brusquement les mains sur les rênes, inquiétant danseurs dont les oreilles se couchèrent. Alors elle relâcha son étreinte. Bess avait raison. Ravenwood ne se laisserait pas mener. Pardon. Ne se laisserait pas mener par le bout du nez. Elle devait redoubler de précaution. Mais la bienséance veut que mon grand-père parle en mon nom. Aurait-il refusé de vous recevoir? Non, admit Ravenwood en laissant son étalon s'approcher en piaffant. Toutefois, je désirais m'entretenir avec vous en personne. Mais, monsieur le comte, ce n'est pas convenable. Les usages auraient-ils changé dans la capitale? Peu importe la tradition s'il me plaît de traiter directement avec vous. Vous n'êtes pas une sotte, que je sache. Vous êtes donc parfaitement capable de vous expliquer sans intermédiaire. Quel est le problème? Monsieur le comte? Les yeux verts s'assombrirent dangereusement. Ne jouez pas au plus fin avec moi, mademoiselle. Je n'ai aucune indulgence pour les femmes qui cherchent à me manipuler. C'est très clair, monsieur le comte, et vous comprendrez sans nul doute ma réticence à épouser un homme aussi méfiant. Il plissa les yeux. Auriez-vous la bonté de vous expliquer? Sophie haussa légèrement les épaules et son chapeau glissa en avant. Elle repoussa la plume d'un geste machinal. Très bien, monsieur le comte, je serai franche avec vous.
Je ne crois pas que nous partagions la même conception du mariage. J'ai tenté de vous parler lors de vos 3 visites à Chesley-Court ces 2 dernières semaines. Mais visiblement, la perspective d'une discussion sérieuse vous ennuyait à mourir. On dirait que pour vous, négocier un contrat de mariage ou marchander un cheval, c'est du pareil au même. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai dû employer une méthode radicale pour attirer votre attention. Ravenwood la dévisagea avec irritation. Ainsi j'avais raison, vous avez tout manigancé. Très bien, je vous écoute, mademoiselle. Tout me semble pourtant fort clair. Je sais ce que vous espérez de moi, mon cher, mais de votre côté, avez-vous songé à mes propres désirs? Tant que vous ne vous engagerez pas à les respecter, il ne pourra être question de mariage. Et si nous reprenions dans l'ordre, suggéra Ravenwood, qu'est-ce que j'attends de vous, à votre avis? Un héritier, pas d'ennui. Ravenwood cligna des paupières avec une feinte indolence, réprimant un sourire. Vous ne vous embarrassez pas de détails. Mais j'ai raison, n'est-ce pas? En effet, lança-t-il sèchement, je veux des fils. Ce n'est pas un secret, le domaine de Ravenwood appartient à ma famille depuis 3 générations et j'entends perpétuer la tradition. En somme, vous me destinez à leur reproduction, comme une jument poulinière. Le cuir de la selle d'ange craqua tandis que le comte fixait la jeune fille dans un silence de mauvais augure. Votre grand-père avait raison, je le crains, lâcha-t-il finalement. À force de lire des bêtises, vous avez perdu vos bonnes manières. Vous n'avez pas encore rien entendu, monsieur le comte. Il paraît que vous entretenez une maîtresse à Londres. D'où tenez-vous cette information? Pas de Lord Doring, je présume. C'est ce que l'on raconte par ici. Et vous écoutez les commérages de fermiers qui n'ont jamais quitté ce trou perdu? Les ragots des villes sont-ils très différents? Vous êtes insolente, mademoiselle. Non, monsieur le comte, prudent. Disons plutôt obstiné. Réfléchissez une seconde. Si ma conduite était répréhensible, croyez-vous que vos grands-parents auraient consenti à cette union? Tout dépend du contrat de mariage. Ravenwood esquissa un sourire. Peut-être. Ces rumeurs sont-elles fausses? Reprit Sophie. Ravenwood l'observait sans répondre. Et qu'avez-vous entendu d'autre? Eh bien, hésita Sophie, déconcertée par le tour que prenait la conversation. Il paraît que vous vous êtes battu en duel. Ridicule. Et que vous avez renvoyé votre première femme à la campagne parce qu'elle ne vous donnait pas d'enfant, lança Sophie avec audace. Ravenwood se raidit. Mes relations avec Elisabeth ne vous regardent pas, rétorqua-t-il sur un ton sans réplique. À l'avenir, tenez-vous-le pour dit. Excusez-moi, monsieur le comte, répondit Sophie en rougissant. Je m'inquiétais seulement de savoir si vous exilez toujours vos épouses loin de la cour. Quoi? Ravenwood semblait furieux, mais Sophie, rassemblant tout son courage, ne se laissa pas intimider. Que ce soit clair dès le départ, monsieur le comte. Je ne veux pas être cloîtré à Ravenwood pendant que vous vous amuserez à Londres. Mais je croyais que vous vous plaisiez ici, s'étonna le comte en fronçant les sourcils. C'est exact, mais je souhaite garder ma liberté de mouvement. J'ai passé presque toute ma vie à Chesley-Court et j'aimerais revoir Londres. Vraiment. Pourtant, vous n'avez pas dû en ramener que de bons souvenirs. Elle détourna le regard blessé. Effectivement, mon entrée dans le monde s'est soldée par un échec cuisant. Je n'ai pas reçu une seule demande en mariage cette saison-là. Ce n'est pas étonnant, insista le comte, remuant le couteau dans la plaie. Si vous vous êtes montré aussi direct avec vos admirateurs qu'avec moi, vous avez dû les terroriser. Et vous, monsieur le comte, avez-vous peur? Ravenwood faillit sourire. Je tremble, oui, mais revenons à nos moutons. Vous ne désirez pas rester à Ravenwood, fort bien. Avez-vous une autre requête? Sophie retint son souffle. La suite s'annonçait encore plus délicate. Oui, monsieur le comte. Eh bien, reprit-il avec un soupir, vous m'avez donné à comprendre que vous espériez un héritier. Rien d'extraordinaire à cela, je pense. Mais je ne m'y sens pas prête, monsieur le comte. À 23 ans, vous êtes plus que mûr, au contraire. Pardonnez-moi de vous contredire, mais je ne suis pas encore gâteuse. Et vous le pensez aussi, sinon vous ne demanderiez pas ma main. Un sourire fugitif passa sur les lèvres de Ravenwood. Effectivement, j'ai 34 ans et votre âge ne me semble pas canonique. Mais vous paraissez en excellente santé. À mon avis, vous n'avez rien à craindre d'une grossesse. Vous parlez comme un expert. Allons, nous nous égarons une fois de plus. Qu'essayez-vous au juste de me faire comprendre? Je ne vous épouserai que si vous vous engagez à ne pas consommer le mariage tant que je ne serai pas consentante. Malcolm faillit s'étrangler de rage. Je n'ai jamais forcé une femme, figurez-vous. Mais de votre côté, avez-vous déjà entendu parler du devoir conjugal?
Sophie hocha la tête, écarlate, étouffant de chaleur malgré la brise coupante qui traversait son Amazon. Elle soutint pourtant le regard impérieux qui l'ébranlait. Oui, monsieur le comte, mais je sais aussi que certains hommes se croient tout permis avec leurs femmes. Êtes-vous de ceux-là? Et pourquoi pas un mariage blanc? Pendant que nous y sommes, vous me prenez pour un imbécile? Bien sûr que non. Je vous supplie seulement de m'accorder un délai pour que nous apprenions à nous connaître, que je m'habitue à ma nouvelle situation. Vous me suppliez pas, vous exigez. Est-ce la conséquence de vos fameuses lectures? Mon grand-père vous a donc prévenu. En effet, je vous garantis qu'après notre mariage, je choisirai moi-même les ouvrages dont vous disposerez. Ce qui m'amène justement à ma troisième demande. Je désire garder toute ma liberté dans ce domaine. Ange secoua vigoureusement la tête, tandis que Ravenwood jurait entre ses dents. Récapitulons, gronda le cavalier en resserrant les rênes pour maîtriser son cheval. Vous refusez d'être cloîtré à Ravenwood, de partager mon lit, de force, et de respecter mes consignes de lecture. Sophie soupira. C'est bien cela. Et vous espérez obtenir mon accord, reprit-il d'une voix sarcastique. Mais non, monsieur le comte, c'est pourquoi j'avais chargé mon grand-père de décliner votre offre, afin de nous éviter de perdre un temps précieux. Je comprends que vous soyez encore célibataire, conclut Ravenwood avec lassitude. Personne n'accéderait à des exigences aussi grotesques. En réalité, vous fuyez le mariage, n'est-ce pas? Je ne suis pas pressé, et si j'osais, monsieur le comte, reprit Sophie en retenant son souffle, je dirais que nous avons un point commun. Vous prenez femme contraint et forcée, par simple sens du devoir, vous en moins pourriez comprendre mes réticences. Mais vous épouseriez une des plus grosses fortunes du pays, il me semble. Sophie le foudroya du regard. Et alors, si je reste fille, je ne danserai jamais en escarpin serti de diamants, c'est vrai. Mais avec le revenu que m'a légué mon père, je vivrai décemment. Et surtout, je gérerai mon patrimoine comme il me plaira. Tandis que si je me marie, je perds toute liberté. Vous devriez exiger votre indépendance financière pendant que vous y êtes, suggéra le comte ironique. Malheureusement, vous ne disposez d'aucune garantie légale et si votre époux ne tient pas sa parole après le mariage... Sophie baissa les yeux. Elle avait trouvé la faille. Effectivement, je dépendrai de son sens de l'honneur. Prenez garde, mademoiselle, un gentleman n'a qu'une parole, du moins pour ses dettes de jeu. Mais avec les femmes... Sophie se glaça. Alors je n'ai guère le choix. Jamais je ne pourrai prendre un risque pareil. Trop tard, vous m'avez promis de m'épouser si je vous accordais vos 3 vœux. Eh bien, j'y consens. Sophie resta bouche bée. Vraiment. Marché conclu. Nous nous marierons donc le plus tôt possible. Votre grand-père m'attend demain à 3 heures. Prévenez-le que nous réglerons tous les détails. Par ailleurs, puisque ce point semble vous préoccuper, sachez d'ores et déjà que vous dépenserez votre argent à votre guise. Vous recevrez une pension chaque trimestre. Elle dépassera largement ce que vous rapporte en un an les placements de votre père, tant que vos frais n'excéderont pas cette somme. Vous n'aurez pas de compte à me rendre. Je présume que vous aurez le courage d'assister à l'entrevue de demain. Maintenant que nous sommes parvenus à ce compromis, Sophie était stupéfaite. Je ne suis pas certaine de vous comprendre, monsieur le comte. Vous acceptez mes conditions? Ravenwood lui adressa un sourire ambigu, une lueur cruelle dansant dans ses yeux émeraudes. La question serait plutôt de savoir combien de temps vous les maintiendrez, une fois que vous serez ma femme. Votre parole, monsieur le comte, insista Sophie presque suppliante. Si vous étiez un homme, je vous provoquerais en duel pour douter de moi. Mais je vous la donne, mademoiselle. Merci, monsieur le comte. À un détail près. Elle se redressa alarmée. Il me faut tout de même un héritier. De combien de temps aurez-vous besoin pour vous habituer à moi? 6 mois, hasarda-t-elle. Ne dites pas de bêtises, c'est une éternité. Alors 3. Il parut sur le point de refuser, mais se ravisa à la dernière seconde. Admettons, vous m'accorderez que je suis très conciliant, j'espère. Je suis confondu par votre générosité, monsieur le comte. J'espère bien. Je vous défie de trouver un autre homme qui accepte d'attendre 3 mois avant de consommer son mariage. C'est bien ce qui m'inquiète, observa Sophie, presque méfiante. Puis-je vous demander ce qui vous inspire tant d'indulgence pour moi? La certitude d'arriver à mes fins, quoi qu'il arrive, mademoiselle. Bonne journée et à demain 3 heures.